Eh bien, rebonjour cher étudiant, j'espère qu'après la motivation, tu es bien boosté pour faire ce chapitre, qui concerne donc la relativité restreinte, et on démarre tout de suite les rappels avec l'invariance de la vitesse de la lumière, l'invariance de C. Donc, composition des vitesses, lorsqu'un objet est animé d'une vitesse V', vecteur V', dans un référentiel R', qui lui-même est animé d'une vitesse VE dans un référentiel R, alors la vitesse de cet objet dans le référentiel R est V' est égale à V plus VE. Cette relation, qui est tout à fait intuitive, est appelée loi de composition des vitesses de Galilée, ou relativité galiléenne. Elle est communément admise par tous les physiciens jusqu'au début du XXe siècle. Exemple. Bien, si une personne dans un train en mouvement, référentiel R', se déplace dans le sens de la marche à la vitesse de 5 km par heure, c'est sa vitesse V', et que ce train se déplace à une vitesse de 150 km par heure, VE, dans le référentiel terrestre, R, alors la vitesse de la personne dans le référentiel terrestre est de V est égale à V' plus VE, c'est-à-dire 155 km par heure. Alors, petite expérience de Michelson-Morley, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a été fait? Alors, cette expérience historique a été réalisée en 1887. C'est la première à définitivement établir que la vitesse de la lumière est indépendante du mouvement de la Terre. Cette découverte mène à des hypothèses sur le comportement de l'éther. L'éther, c'est un milieu matériel hypothétique qui servait à la propagation des ondes lumineuses. D'accord? Donc on disait notamment que l'éther était localement entraîné par le mouvement de la Terre. Eh bien, grâce à l'expérience de Michelson-Morley, on a pu démystifier ça. On verra ça dans un exercice de méthode. Postulat d'Einstein. En 1905, Einstein décide d'ignorer l'hypothèse de l'éther et postule les deux principes suivants. Premier principe, la vitesse de la lumière dans le vide a la même valeur dans tous les référentiels galiléens. Et alors, donc, principe numéro 2, les lois de la physique sont identiques dans tous les référentiels galiléens. Donc voilà les deux postulats, ou les deux principes d'Einstein. Et la théorie de la relativité restreinte, dont on parle encore aujourd'hui, découle des conséquences de ces deux postulats. Alors, relativité du temps. Donc une des conséquences de ces postulats d'Einstein est que le temps est relatif. Son écoulement dépend du référentiel dans lequel on se trouve. Alors, on définit alors la notion de temps propre. Un événement, c'est un phénomène qui se produit à un endroit précis de l'espace et à un instant donné dans le temps. Un référentiel galiléen dans lequel deux événements E1 et E2 se passent au même endroit est appelé référentiel propre pour ces deux événements. Le temps mesuré dans ce référentiel est ce qu'on appelle le temps propre, T0. Et on a une dilatation des durées, c'est-à-dire que l'intervalle de temps propre est toujours plus court que l'intervalle de temps mesuré dans un autre référentiel que le référentiel propre. Donc delta t', qui est mesuré dans un autre référentiel que le référentiel propre, sera égal à delta t0, qui est l'intervalle de temps mesuré dans le référentiel propre, divisé par racine de 1 moins v carré sur c carré, où v est la vitesse de l'objet et c est la vitesse de la lumière. Ce qu'on appelle aussi gamma fois delta t0. Et gamma, c'est donc le facteur 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Alors, dans cette équation, on se rend compte que si v est très petit devant c, alors, v carré sur c carré tend vers 0, 1 moins 0, ça fait 0, racine carrée de 1, ça fait 1, et 1 sur 1, ça va vers 1. Donc, si v est petit devant c, gamma tend vers 1. Dans ce cas, les effets de la relativité sont négligeables. On dit alors qu'on est dans un cadre non relativiste. Par contre, lorsque v tend vers c, v sur c tend vers 1, comme v carré sur c carré, 1 moins 1 ça fait 0,
La racine de 0, c'est 0, et je divise quelque chose par 0, ce qui tend vers l'infini, vers plus l'infini. Donc lorsque V tend vers C, le terme gamma tend vers plus l'infini. Ça veut dire qu'on a une dilatation des durées qui devient très importante dans le référentiel qui n'est pas le référentiel propre. Alors, y a-t-il des preuves expérimentales de ça? Eh bien oui, il y en a. Il a été observé notamment que les muons produits dans la haute atmosphère et qui se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière ont une durée de vie beaucoup plus longue que les muons immobiles. Enfin, on peut parler du temps atomique de nos jours, qui a conduit à l'évolution de la notion de la seconde. Voilà. Mais écoutez, avec tout ça, c'est déjà la fin des rappels de ce module, donc il n'y a pas grand-chose. La difficulté est en fait la mise en œuvre, et de bien s'y retrouver dans ce qu'on appelle le temps propre, d'accord? Et puis le temps dans un référentiel autre, comment les relier, comment calculer gamma, comment voir si on est dans un cadre relativiste ou non. D'accord? Donc il n'y a pas beaucoup de matière, mais conceptuellement c'est très riche. Voilà, avec ça, bah écoutez, j'espère que c'est clair, et on se voit dans le quiz pour s'en assurer. À tout de suite!